Hey, salut, donc et bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va un peu parler encore des mots de passe. Alors, donc la dernière fois je vous ai dit que, en gros, il y avait deux manières de sécuriser vos mots de passe. La première élément, c'est évident, c'est tout simplement sa longueur. C'est-à-dire que plus un mot de passe est long, plus il est solide. Et moins il est susceptible d'être découvert. Maintenant, je vous ai aussi montré que plus il est composé, il est composé de symboles différents, moins il était susceptible d'être craqué, tout simplement. Donc, le mieux, c'est bien évidemment, comme je vous ai dit, de mélanger tout ce qui est chiffres, symboles et lettres. Et lettres en majuscules et lettres en minuscules. Alors, vous avez sûrement déjà vu ça sur le web, c'est un truc qui est plutôt répandu, et vous l'avez sûrement vu dans des trucs, votre mot de passe est trop faible, etc. Voilà, mais maintenant, en tout cas, vous savez pour quelle raison. Tout simplement parce qu'il y a des programmes qui seraient capables de les détecter. Maintenant, et beaucoup de gens peuvent se demander, mais attends, comment je peux me rappeler d'un mot de passe si mon mot de passe pour lire mes mails c'est AP83ZEPUZ46W, je m'en rappellerai jamais. Alors, donc vous avez deux méthodes, vous avez les fatigués qui font des mots de passe de fou et qui les retiennent, ce qui est parfois mon cas. Mais sinon vous avez d'autres méthodes que vous pouvez utiliser, c'est par exemple ce sont les phrases. Ça c'est une bonne méthode je pense parce que c'est très mémotechnique et en même temps c'est très facile et à la fois très sécurisé. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire par exemple, mon bateau est un voilier. Voilà. Mon bateau est un voilier. Ça, ce mot de passe est très compliqué. Et vous avez remarqué que le première lettre de chaque mot est à chaque fois une majuscule. Voilà. Ce mot de passe à brute forcée, c'est un enfer. Et, bien évidemment, à découvrir par attaque de dictionnaire, c'est quasiment impossible. Tout simplement parce qu'il y a des mots comme mon et un. Évidemment, qu'est-ce qui manque à ce mot de passe? C'est des chiffres principalement. Donc après, vous pouvez, bien évidemment, c'est un exemple que je vous donne comme ça, hein, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, puisqu'on parlait de bateau dans la vidéo d'avant. Euh, Vous pouvez par exemple être un voilier, tout simplement. Voilà, c'est un des exemples de mots de passe que vous pouvez découvrir, qui est assez solide et euh, voilà, tout simplement. Donc voilà une méthode pour se rappeler des mots de passe et pas être trop perdu. Après, vous faites comme vous l'avez envie, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est un conseil, donc à la fois quelque chose de solide et à la fois quelque chose que vous pouvez vous rappeler. Voilà. Donc, là, donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit un peu que finalement la solidité du mot de passe, ça ne sert à rien. Eh ben oui, en fait dans certaines situations, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la situation, la complexité du mot de passe n'aura aucune influence sur quoi que ce soit. Alors, je vais essayer un peu de nous expliquer et je vais vous montrer en pratique ce que ça donne et je vais un peu m'expliquer. Donc, on va commencer par créer un petit mini.x, pas du tout. Je vais créer donc mini.c, donc, qui contiendra un code source minimum vraiment pour que ça soit le plus simple possible, histoire qu'il n'y ait pas d'interférence avec autre chose. Je vais un peu vous montrer. En fait, ici, ce qu'on va analyser. Alors, je vais reprendre ici. En fait, le programme brut envoie des informations, si vous avez bien compris, à a.out. Il lui donne des chiffres. Ces chiffres, enfin des chiffres, il lui donne des éléments. Il se trouve que dans notre exemple, c'était des chiffres. Mais il leur envoie des informations, qui est une tentative de mot de passe. Est-ce que le mot de passe, c'est ça? Et a.out renvoie non. Et le contenu qui est analysé en pratique, c'est pas la chaîne de caractères no qui est envoyée par le système, ce qu'on aurait pu faire. Ici, c'est la fonction return qui est utilisée, et c'est le nombre de la fonction return qui est utilisé dans le programme brute force. Donc, ici, c'est pas les entrées et les sorties, on va pas jouer avec les entrées et les sorties lors de l'exécution du programme a.out, mais on va directement essayer d'analyser le contenu de ce fichier. Donc on va analyser directement son contenu. Alors, je vous ai dit qu'un programme exécutable, c'était tout simplement du code binaire.
et qu'il n'était censé être compris que par des machines. Et c'est vrai. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, ici, donc on va essayer d'analyser le contenu de ce fichier exécutable et on va voir un petit peu comment le maîtriser et le comprendre, tout simplement. Alors on va d'abord créer un petit truc, histoire que le contenu que qu'on va analyser soit plus simple, tout simplement. Donc on va créer tout simplement une chaîne de caractères qui contient le mot de passe 10 et qui contient 592, et on va essayer de récupérer ce mot de passe. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est compiler gcc mini, et on va faire un mini.x. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, pas besoin de if à quoi que ce soit, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est pas les entrées et les sorties, d'ailleurs il n'y en a aucune dans ce programme. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est juste... Enfin, ce qui nous intéresse ici, ça va juste être le contenu de mini.x. Donc, je mets ça en grand écran, puisque tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est mini.x, c'est tout. Donc le premier truc qu'on va faire, je vous ai dit que c'était le contenu de mini.x était du binaire. Alors, je vais commencer par vous le prouver. Alors, ne mémorisez pas cette commande, ce n'est pas vraiment la peine. Surtout que je vais sûrement y appliquer des expressions régulières, donc vous n'avez pas besoin de mémoriser quoi que ce soit. Alors, je ne me rappelle plus. La présentation. Et ensuite, ouais, voilà. Alors, bien évidemment, là, si les expressions régulières, vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ce que je fais. Sinon, c'est pas très important. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer le code binaire, tout simplement. Donc ici, je vais faire, voilà, si c'est pas égal à 0 ou 1, remplacer par rien, et mettre un petit G à la fin. Voilà. Ici, vous avez donc le code binaire de mini.x. Alors, mini.x, c'est ça. Alors, dans Matrix, vous avez le mec qui va regarder ça et qui dit: ah ouais, moi je vois des blondes, des brunes. Je sais pas si vous vous rappelez de ce passage. Bon, en tout cas, moi, très honnêtement, je vois rien. Je vois des 0 et des 1. Hein, alors, bon. Parce que je vous rappelle que Matrix est un film. Voilà. Donc, ceci étant dit, le binaire, c'est pas particulièrement facile à lire. Alors, ce qu'on va faire, c'est essayer de changer la base de numération de ces éléments-là. Qu'est-ce que c'est que changer la base de numération? Allez, petit rappel sur les bases de numération. Alors, je vais pas essayer de faire un truc trop long parce que j'ai pas envie de faire un cours sur les bases de numération, mais je vais essayer de faire un rappel vraiment rapide, quoi. Donc, pour perdre personne, un bit, c'est 0 ou 1. Jusque là, tout est clair. Un octet, attention, c'est aussi appelé byte en anglais. Ça, c'est combien de bits? 8 bits. Ok, donc là, je pense semer personne. Je vais l'appeler ça base. Voilà. Plutôt basse, oui. Bon, alors 2 octets par exemple, ça correspondra à, pour ceux qui sont très très forts en maths, 16 bits. Ok. Donc maintenant, on va parler des bases de numération. Les bases de numération, c'est le système qu'on utilise pour calculer. D'accord? Donc, par exemple, on va utiliser, dans certains cas, si vous utilisez les symboles 0 et 1, c'est ce qu'on appelle la base 2. Pas de mystère. Et la base 2, ça se dit le binaire. Voilà. Voilà, j'espère que ça, vous êtes au courant. Maintenant, je vais vous parler d'une autre base. Une régulière qu'on utilise tous les jours. Tout simplement, c'est celle-ci. Et c'est la base 10. Et c'est la base décimale. Alors, bon, bien évidemment, quand on vous demande votre âge, vous allez répondre votre âge en base 10. Hein. Vous n'allez pas dire votre âge en base 2, ça sera très mal perçu. D'accord? Donc, traditionnellement, on donne notre âge en base 10. Mais théoriquement, vous pourriez la donner en base 2, ou en n'importe quelle base d'ailleurs. Bref. Et donc, il y a une petite base, donc, enfin une petite base. Je vais pas trop en parler, mais c'est la base 8. Donc, je l'écris ici parce que le mot, pour que vous puissiez voir le mot octal, qui correspond à 8, bien évidemment, comme l'octet. Et qui est composé des chiffres de 0 jusqu'à 7. Ok. Mais j'en parlerai pas plus. Je veux vraiment juste vous dire que ça existe, c'est tout. Maintenant, on va s'intéresser à autre chose. Et là, c'est ce qui va vraiment nous intéresser ici. C'est la base. Alors, je vais d'abord écrire l'inverse. Ce qui nous intéresse ici, c'est la base 16. Une base qui s'appelle hexadécimale. Alors, qu'est-ce qu'on utilise dans une base 16? Les chiffres de 0 à 9. Alors bien évidemment 0-9, ici ça représente bien évidemment 0,1,2,3, mais j'ai pas envie de tout réécrire.
Du coup j'écris 0-9, c'est de 0 à 9. Ok. Et ensuite, arrivé à 9, vous devez utiliser les lettres A, B, C, D, E et F. Voilà. Enfin, bien évidemment, dans une base, vous pouvez utiliser ce que vous avez envie. Le symbole que vous avez envie pour représenter cette base. Mais traditionnellement, on utilise 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, A, B, C, D, E, F, G. Pardon, A, B, C, D, E, F. Surtout pas G. D'accord? Ok. Donc, petit rappel sur la base hexadécimale. Et pourquoi je vous parle de la base hexadécimale? C'est parce que je vous ai dit que le fichier était en binaire. Ok, mais vous avez vu qu'il n'était pas très bien lisible en binaire. Eh ben, j'ai une excellente nouvelle pour vous. On va transformer ce code binaire en hexadécimal. Haha. Et du coup, on va pouvoir mieux le lire. Et vous allez voir que ça saute aux yeux, que le code est beaucoup plus clair. Alors pour ça, on va utiliser une commande qui s'appelle xdump. Alors ça, vous pouvez le noter parce qu'on va s'en servir plusieurs fois, je pense, dans cette vidéo. Et on va regarder un petit peu xdump de mini.x. Et là, ça va vraiment vous sauter aux yeux. Vous allez dire, waouh, c'est effectivement beaucoup plus clair. Et là, vous avez donc le code hexadécimal. Donc là, j'imagine que tout le monde comprend tout à fait le contenu du programme à présent. Et malheureusement, si vous n'avez pas les talents matrixiens, vous allez vous dire, mais j'ai pas suivi, il y a un cours que j'ai pas vu. Non, non, moi non plus, je comprends rien. Ça aide pas beaucoup. Ça aide un peu plus. On a changé de base de numération, donc si vous voulez, on se tient plus loin d'une certaine manière. Voilà. Donc déjà, bien comprendre le système hexadécimal, c'est tout simplement, ici vous voyez 5F, on sait que c'est hexadécimal. Lorsque vous voyez par exemple des chiffres avec au milieu des lettres, genre A, B, C, D, E ou F, vous allez, tout simplement, vous comprenez qu'il s'agit d'un code hexadécimal. Donc, ici vous avez le code là. Donc voilà, mini.x en hexadécimal. Ok. Maintenant à gauche là, vous avez remarqué qu'ils sont regroupés par groupe de 4 ici, là. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et ici, le problème c'est que bon, ils sont regroupés par groupe de 7. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? En fait, c'est particulier. Ce groupe de 7 éléments, c'est en fait l'adresse du premier octet de la ligne en question. Voilà, donc c'est bien, il faut bien comprendre, c'est l'adresse, tout simplement. Donc, par exemple, je vais vous donner, essayer de prendre l'exemple. On va prendre juste, on va faire un pipe head pour avoir que le début. Ici, vous voyez 0, 0, 0, 0, 0. Ah, ok, donc en fait, ici c'est 0. Et ici, c'est 10. En fait, il faut bien comprendre que on va faire un petit peu des changements de base. On va prendre 45. Ou plutôt, non, on va d'abord faire un truc plus simple. On va d'abord prendre F. F en base 16. Voilà, je vais faire un peu de transition de base de numération. Alors, si vous voulez faire l'exercice en même temps que moi, donc vous mettez en pause avant que je réponde, et vous arrivez à répondre. Donc, combien F en base 16, ça fait combien en base 10? Ça fait, je vais le dire, 15. Ok? Et en binaire, ça fait combien? Ça fait tout simplement en base... Oups, j'avais écrit base 2 tout simplement. Base 2. Alors, comment je sais que c'est ça? Parce que... Tout simplement parce que je connais le système du binaire. Et je sais que ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 4, ça c'est 8. 8 et 4, 12. 12 et 2, 14. Et 1, 15. Alors, bien évidemment, vous pouvez utiliser, par exemple, on va utiliser la calculatrice. Et bien évidemment, il faut que l'affichage soit en mode programmation. Hein, qu'il ne vous faut pas une calculatrice basique. Et ici, je vous ai parlé, alors c'était quoi? Hexadécimal F. Alors, oups. Donc ici, hexadécimal. Et ici, je mets F. Et maintenant, je vais changer de base de numération. Je vais cliquer sur décimal. Et ici, il me dit 15. Ah, donc j'avais raison. C'est 15 en base 10. Et en binaire, ça fait 1, 1, 1, 1, 1. Ici, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. 4, 1. Bref. Donc vous pouvez par exemple utiliser la calculatrice pour passer d'une base à l'autre. Attention, surtout ne pas dire 1111. Parce que 1111, ça serait utiliser la base 10. Ok? Parce que c'est 1111. Bref. Donc c'est 4, 1 en base 2. Alors pourquoi je vous parle de ça? Prenons par exemple 45. Il faut bien comprendre que le 0, ici, dans un système informatique, il est stocké
de la même manière que le plus grand élément. C'est-à-dire qu'ici, en base, disons ça c'est humain, si vous voulez. Ça, ce que je mets entre guillemets là, ça sera humain. Ici, donc 0 en base 10. D'accord? 0 en base 16, c'est 0 en base 10. Mais en informatique, ça ne sera pas 0 en base 2. Hein. Ce qui est très important, c'est que ça sera 0, 0, 0, 0. Ok? Très important, parce que c'est une place mémoire où on peut stocker quelque chose. Donc 0 en base 16, pour un ordinateur en base 2, ça sera 0, 0, 0, 0. Bien évidemment, quand on donne, je sais pas, voilà, quelle année sommes-nous? Alors là, on est en 2012. Je dirais pas 0000 2012. Voilà. Nous, en termes tant qu'humains, on a l'habitude de omettre justement tous les zéros qui sont à gauche. Bien évidemment, vous comprenez bien que 0,10, c'est pareil que 10. Ok, mais nous, on a l'habitude de les omettre. En informatique, il ne faut pas le faire. Donc, 0 en base 10, c'est 4 zéros. Donc en fait, prenons par exemple 45. 45, alors pourquoi je prends 45? C'est parce que vous comprenez bien que, en fait, si vous prenez deux éléments hexadécimaux, vous avez combien d'éléments? Par exemple, FF. On va prendre FF. En base 2, c'est ça. Ok? On peut vérifier à la calculatrice. Calculatrice, à moi la calculatrice. FF, je vais y arriver. Hexadécimal. FF, en binaire, ça sera ça. Ok? 8, 1. Et pourquoi je vous parle de ça alors? Parce que en fait, si vous regroupez deux éléments hexadécimaux, ça fait ça, et ça fait... Bien évidemment, c'est pareil que 0, 0. Hein. Je commence à faire un long cours sur les bases de numération, dis donc. Bref, j'essaie de pas trop me étaler. Mais en tout cas, ça fait un octet. Pourquoi? Parce que ça fait 8 bits. Ouais. Et bien évidemment, pour FF, c'est pareil. Et comme je vous ai dit, pour 45, ça serait pareil aussi. Bref, tout ça pour vous dire, c'est que lorsqu'on regroupe les éléments par 2, il s'agit d'un octet. Vous avez un octet ici, un octet là, un octet là, un octet là, un octet là. Donc, ils sont ici regroupés par groupe de 2 octets. Donc, par 16 bits. Ok, super. Donc, ceci étant dit, donc octet, octet, voilà, tout ça c'est des octets. Donc, en fait, cette adresse-là, c'est l'adresse du premier octet de la ligne. Ici, par exemple, c'est le début, c'est 0. Ici, c'est 0, si vous voulez. Alors ici, du coup, vous êtes en train de vous dire, mais attends, il nous dit n'importe quoi. Regardez. Ici, par exemple, il dit qu'ici, l'adresse, c'est 10. Pourtant, on va compter. 1, 2, 3. Alors, je vais bien surligner pour vous suiviez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je surligne mal hein, parce que j'ai un pad. 6, 7. Attends, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pourquoi il nous dit que c'est 10 alors? Ça n'a aucun sens. Il a tort. Eh ben non. Je voulais expliquer. Maintenant, ce qu'on va faire. Allez, calculatrice. Pourquoi 10? Alors, pour ceux qui sont les petits malins là, ou les curieux, vous pouvez essayer de trouver quelque chose. Si vous ne trouvez pas, bon bah, je vais vous expliquer tout de suite là. Donc, pourquoi 10? Eh ben, en fait, c'est tout simplement l'adresse. Elle est elle-même en hexadécimal. On va faire le test. Hexadécimal. Puisque moi je compte en base 10, hein, je viens de compter ces éléments là en base 10. Donc je vais faire 10 en base hexadécimale, ça fait combien en décimale? Ah, ça fait 16. Donc, ici, vous comprenez donc que l'adresse est elle-même en hexadécimale. Et on s'en rend bien compte, regardez ici par exemple cette adresse là. C'est quoi cette adresse? 1BE0. Ça ressemble pas à une adresse en décimale ça. Et bien évidemment, c'est une adresse en hexadécimale. Donc, par exemple, si vous voulez afficher le contenu du programme et supprimer tout simplement l'adresse, parce que ici par exemple elle ne nous intéresse pas forcément, hein, on va tout simplement faire un 09 AF, étoile espace par exemple, voilà. Donc ici vous avez
le code hexadécimal du programme. Alors, bien évidemment, ça nous arrange pas trop et ça nous sert toujours pas, en fait, finalement. Donc, c'est là où je vais vous montrer donc une petite option bien pratique à Xdump qu'on va utiliser, et ça sera l'option "-c". Alors attention, c'est un grand C. Bien évidemment, quand je vous donne une nouvelle fonction, un nouveau programme ou un nouveau nom de fonction ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à, nouveau nom de commande surtout, voilà, merci. N'hésitez pas à chercher dans le manuel, donc toujours taper un man xdump. Voilà, donc si vous consultez le manuel, vous verrez que l'option "-c" nous permet d'afficher l'équivalence, ici, en ASCII, et regrouper automatiquement les éléments par octet. Ici, vous voyez, ils sont regroupés par 2 et non pas par 4. Et comme je vous ai dit, 2 éléments hexadécimaux, c'est un octet. Voilà. Donc, et ici à droite, vous avez l'équivalent ASCII du programme en question. Alors, on va essayer de trouver une correspondance pour que ça soit clair pour vous. C'est qu'on peut trouver des similitudes. Alors, voilà, prenons les 4 là, par exemple. Ici, vous avez 34, et ça correspond à ce 4. 2 cases au-dessus, vous avez un autre 4. 2 cases au-dessus, il y a un 4. Ah ouais. Et ici, il y a un 34, qui correspond à ce 4. En dessous, vous avez un 4, qui correspond à ce 34. D'accord? Donc en fait, vous avez la table de correspondance, c'est-à-dire que le premier élément, 7F, correspond à ce point. 45 correspond à E, majuscule, bien évidemment, puisqu'il y a une différence entre le E majuscule et le E minuscule, dans la table ASCII. Et donc ici vous avez les correspondances. Et vous voyez que dans certaines situations vous arrivez à voir des mots et tout ça là. Vous voyez par exemple, on va regarder tout en bas là, vous avez par exemple STDI. Ouais, il y a des trucs et ça ressemble à du français presque. Enfin du français, plutôt de l'anglais. Mais du code informatique. Ici vous avez classes. Oh. Etc. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est pas forcément le contour de ce qu'il y a autour. Mais on va regarder un peu si finalement on peut pas récupérer quelque chose. Alors, on va commencer par exemple, passer le résultat à grep. Et alors, attends, on était où sur notre mot? Alors, je vais revenir sur le truc parce que ça fait longtemps. Ici, vous avez le mot de passe qui est égal à 592. Et on va regarder si on peut faire un grep 592. Non. Et en fait, le mot de passe est écrit en clair. C'est-à-dire qu'il est contenu dans l'exécutable. Il suffit de faire un xdump-c mini.x et ici j'ai fait un grep bien évidemment, mais c'est ici où par exemple si on prend le mot de passe, on va le compliquer comme la dernière fois, on avait mis 5920 et là on va voir ce qui se passe. On va faire un grep, bien sûr je vais recompiler sinon ça n'a aucun intérêt, il ne va absolument rien se passer. Voilà. Alors maintenant je refais un grep de 5920 pour regarder ce qui va se passer. Rien. Pourquoi? Alors, c'est pas parce que le mot de passe est plus compliqué ou rien du tout, c'est tout simplement parce que le programme, comme vous avez vu, on va grep 592, et ici vous voyez qu'il y a une barre transversale. La barre transversale veut tout simplement dire que, si vous voulez, le reste est contenu sur la ligne d'après. C'est donc à ce moment-là que peut vous servir le 410 qui est là. On va donc tout simplement faire grepx, enfin, on va xdump mini.x, et on va essayer d'analyser et retourner à la ligne 410. Et ici, vous avez 410, vous avez 592, et à la suite, 0. Donc, en fait, votre mot de passe est tout simplement en clair. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous revois dans une prochaine pour la suite.